La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la fantasy, Florent Morin et Anato Finstark reviennent sur l'élaboration du jeu vidéo Le Royaume d'Istiald. Bonjour, merci à toutes et à tous d'être ici, surtout qu'on sait qu'on a de la concurrence ce soir. On ne dira pas qui, parce que comme ça, si vous n'êtes pas au courant, vous n'allez pas partir et se précipiter. Non, c'est personne. Non, c'est personne de vraiment important. Oui, on a eu la chance de pouvoir travailler sur ce projet. Alors peut-être je vais reprendre un petit peu ce que Sophie a dit en le détaillant un peu plus. Qu'est-ce que c'est en fait le Royaume d'Istiald ? Et l'idée était simple, c'était de dire en fait la fantasy, et particulièrement la fantasy en tant que genre littéraire, elle n'est pas aussi célèbre et connue du grand public que ce qu'on pourrait croire. Évidemment, quand on voit passer des films comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, on a l'impression que personne n'est passé à côté et que tout le monde, du coup, s'est intéressé à ce que c'était que la fantasy comme genre. Et quand, comme nous, on joue aux jeux vidéo, évidemment, c'est aussi un univers qu'on connaît pas mal. Mais en fait, il se trouve que, paradoxalement, c'est pas forcément le cas. Il y a plein de gens qui ont vu les films des Seigneurs des Anneaux sans savoir particulièrement que ça appartenait à un genre littéraire avant d'être dérivé sur les écrans. Et puis, il y a plein de gens qui se sont aussi arrêtés là. L'idée ici, c'était d'avoir un énorme site ressource qui allait vraiment parler de la fantasy dans tous ses états. Et quand je dis énorme, c'est quand même 1 million de signes écrits sur tous les aspects de la fantasy. Et la BNF se disait, ce serait bien d'avoir un propos un peu liminaire, introductif, quelque chose qui pourrait permettre non pas aux très grands fans de fantasy qui ont sûrement pas grand-chose à apprendre, en tout cas du jeu, mais en tout cas aux gens que les univers comme ça intéressent sans vraiment en connaître les codes, d'avoir une porte d'entrée dans cet univers de la fantasy. Et donc, le concept du Royaume d'Istiald, c'est ça, c'est de dire, en 40 minutes, on va vous raconter une histoire qui répond à la structure un peu presque cliché de ce que c'est qu'une histoire de fantasy. Et puis, on va vous passer en revue les principales créatures, les principaux enjeux, le fait que vous êtes un héros qui doit se transformer pour devenir le héros dont qu'une autre personne sait qu'il est. En l'occurrence, cette autre personne, c'est une guide qui va vous accueillir dès le début du jeu. Alors là, je dis dès le début du jeu, et puis en fait, c'est pas le début du jeu. Mais on est un peu plus loin, ça tombe bien, parce que comme ça, on peut avoir d'autres décors que le décor du début. Et donc, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de se dire, en jouant au jeu, on va avoir un bel aperçu de ce que c'est que la fantasy. Et l'idée était de nourrir un petit peu l'appétit du public, particulièrement du public jeune, mais pas uniquement du public jeune, pour ensuite donner envie, peut-être d'en lire, et surtout d'aller sur le site et de voir un petit peu le site dans son entièreté et dans sa richesse. Tout ça participant de l'envie et de l'ambition de dire, oui, la fantasy, c'est un vrai genre littéraire à part entière, avec des vrais auteurs derrière qui racontent des histoires extraordinaires. Et donc, on va essayer de vous donner envie de les découvrir. Et donc, pour ça, il nous a semblé assez rapidement que la forme dite du visual novel, donc du roman visuel, s'imposer un peu d'elle-même, parce qu'on voulait raconter une histoire et parce qu'aussi on voulait immerger les joueurs dans un univers à part entière. Et donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette forme du visual novel, avec l'idée de se dire il faut aussi que ce soit accessible sur le web pour être accessible à un plus grand nombre et que ce soit accessible très largement. Il ne s'agissait pas, comme Sophie le disait, de faire un jeu basé sur les réflexes ou l'adresse ou ces choses-là, mais vraiment d'être sur un jeu purement narratif. Puis ça permettait aussi de rentrer dans des contraintes qui sont celles d'une production relativement modeste, mais néanmoins ambitieuse, et notamment en pouvant miser sur une qualité visuelle. Et ça, pour le coup, on doit beaucoup au travail d'Anato là-dessus. Peut-être que je vais passer la parole à Anato d'ailleurs pour commencer. Est-ce que Anato, tu pourrais nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as accueilli le projet quand on te l'a présenté et qu'est-ce que ça t'a évoqué et ensuite comment tu as travaillé à sa réalisation?
Alors moi, du coup, quand on m'a contacté pour le projet, donc c'était il y a à peu près un peu plus d'1 an, on m'a parlé d'un jeu vidéo pour la BNF lié à la fantasy. Alors moi tout de suite, bon, forcément la fantasy c'est un genre pour lequel j'ai beaucoup d'affection, donc j'ai pas longtemps réfléchi. C'est vrai que du coup voilà, avec Sophie, on a pas mal communiqué là-dessus. Le but c'était effectivement de faire un jeu qui soit pas anxiogène déjà visuellement, qui soit plutôt rafraîchissant. Là-dessus, Sophie m'avait contacté vis-à-vis d'illustrations que j'avais faites avant, une série d'illustrations que j'avais produites avant pour moi, donc qui était un peu plus coloré que ce qu'on peut voir d'habitude dans le genre de la fantasy classique, où il n'était pas question, voilà, forcément de gros muscles ou de choses comme ça. C'était vraiment des choses plus oniriques, et c'est dans cette démarche que j'ai voulu m'inscrire pour offrir une expérience qui puisse parler un petit peu à tout le monde, quand on veut découvrir la fantasy en tant que néophyte. Voilà. L'idée, c'était d'avoir une approche qui était à la fois dans les classiques de la fantasy, mais aussi en apportant un peu une touche personnelle. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il y a des codes, évidemment, qu'on retrouve dans dans tous les univers de fantasy qui sont un petit peu les redites éternelles du genre. Donc, retrouver les nains, les elfes, ce genre de choses. Moi, modestement, ensuite, essayer d'apporter ma patte visuelle, si patte visuelle il y a. Donc, pour rendre le truc un peu plus, pétillant à l'œil, un peu plus coloré. Donc ça, c'était mon but. J'espère que c'est réussi, en tout cas. Et alors, par exemple, assez vite, donc comment on a procédé? Moi, j'ai commencé. Alors, j'avais l'avantage entre guillemets d'être un profane quasiment total en termes de fantasy. J'avais un tout petit peu de la connaissance. J'avais vu Le Seigneur des Anneaux, et puis j'ai une histoire d'amour avec Terry Pratchett, mais c'est un genre encore très particulier de la fantasy. C'est pas très représentatif de la fantasy en général. Et donc, moi, avec ma relative candeur, je suis arrivé, j'ai dit, OK, il faut qu'on raconte une histoire de coming of age. Il faut que le héros, qui est le joueur, au début, se dise qu'il n'est pas vraiment adapté à la situation, et puis il se rend compte au fur et à mesure que, si, en fait, il peut devenir le grand héros qui va sauver le monde, parce qu'évidemment, l'enjeu de l'histoire, c'est il y a un grand danger qui plane, un grand seigneur de l'ombre qui veut tout détruire, et puis le héros, le joueur, va être la personne qui va réussir à empêcher ça. Donc moi, je me suis fait un peu ma checklist de tous les éléments qui me paraissaient les plus fondateurs de ce genre. Et notamment, je me suis dit, il faut des elfes, et il faut un roi ou une reine des elfes. Et donc, Anato, je t'ai dit, je voudrais une reine des elfes, et puis voilà la reine des elfes que tu as proposé. Alors moi, je m'imaginais une reine des elfes qui était beaucoup plus empreinte des imaginaires qu'on peut trouver peut-être dans Le Seigneur des Anneaux en film, un peu un grand elfe très hautaine et tout, et puis beaucoup moins cette dimension un peu elfe des bois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé dans cette direction? Oui, je pense que c'est juste que j'avais développé une petite aversion pour les elfes en fait au fil des années, parce que effectivement il y a une image assez hautaine un petit peu, voilà, ils sont assez prétentieux, enfin on leur colle cette image un peu prétentieuse. Là, je voulais plus me rapprocher de l'elfe guerrier qui se soucie vraiment de son peuple et des problématiques liées au jeu, enfin liées à l'aventure. Donc je voulais plutôt en faire quelqu'un d'actif et qui soit pas juste entouré de petites lucioles et qui vous regarde comme s'il venait de se réveiller. Donc voilà, c'était un peu le but de faire. Parce que qu'est-ce que c'est l'image d'Épinal de l'elfe normalement? C'est vraiment en général c'est plutôt une race qu'on décrit comme très sophistiquée, très avancée au niveau de la technologie, donc de la forge, de tout un tas de choses. En général, c'est un peu les esthètes du monde de la fantasy, et du coup, moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que
J'aime bien aussi leur petit côté guerrier, l'elfe Sylvain des Bois qui bondit de branche en branche et qui tire à l'arc sur tout ce qui bouge. Moi, c'est plutôt cette image-là que je trouvais sympa. Je pense que c'est lié à mon amour aussi pour le Seigneur des Anneaux. Il y a le personnage de Legolas qui a été un modèle pour moi pendant mon enfance. Donc j'étais plus Legolas que Galadriel. Non, je suis plus Galadriel que Legolas. Mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, je vous dévoile au passage un petit secret du jeu, c'est que il y a un scénario qui est le même pour tout le monde, c'est-à-dire que vous avez un enjeu qui est de stopper la propagation de l'ombre et l'avancée du Seigneur de l'Ombre et de son armée, et que pour ça, vous allez devoir recréer l'unité perdue, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a déraillé à un moment, et les humains se battent entre humains des plaines et humains des villes. Les elfes ont décidé qu'en fait ils étaient au-dessus de tout ça et qu'ils sont un petit peu désintéressés de la géopolitique du monde d'Istiald. Et puis les nains, bizarrement, ont l'air de bien faire leurs affaires de toute cette tension, puisque c'est eux qui vendent des armes à tout le monde. Donc dans le jeu, les nains sont un peu les dealers d'armes du monde d'Istiald. Quand vous progressez dans le jeu, vous allez réussir grâce à vos actions, grâce à votre verve et grâce aussi au fait que vous allez trouver des objets cachés qui vont vous apporter des preuves de ce que vous avancez dans votre tentative de réconciliation. Vous allez réussir à réconcilier tous ces peuples pour qu'ils s'unissent contre le Seigneur de l'Ombre et contre le mal. Donc le scénario est le même pour tout le monde et au final tout le monde arrive à peu près au même résultat, sauf que il y a une dimension un petit peu particulière qui est, au fait, vous là-dedans, joueurs et joueuses, comment est-ce que vous vous placez dans cet univers ? Parce que ce qui est très intéressant dans les univers de fantasy, c'est justement le côté un petit peu fantaisiste et le côté l'appropriation. Ah, moi je suis plutôt Legolas, moi je suis plutôt un nain un peu bourru, etc. Et donc en fait, le jeu analyse toutes vos réponses et à chacun des problèmes qui vous est posé, il y a plusieurs manières de le résoudre. Et une manière qui est un peu plus bourrue et virulente, et dans ce cas-là qui va vous rapprocher des nains, une manière un peu plus élégante et diplomatique qui sera plus du côté des elfes, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en programmation, on traque toutes les réponses que vous faites et toutes les façons dont vous réglez les problèmes qui vous sont proposés par le scénario. Et à la fin, on vous propose le type de personnage de fantasy dont vous êtes le plus proche. Donc vous pouvez être soit un elfe, soit un humain, soit un nain, soit un orc. Sachant que pour être un orc, il faut être particulièrement désagréable avec tout le monde, normal. Mais c'est possible. Généralement, les gens font des choix un peu diplomatiques et vertueux et donc finissent beaucoup en elfe. Mais sachez que si vous voulez vraiment la jouer roleplay, il est tout à fait possible d'obtenir une autre personnalité type à la fin du jeu. Andrea, peut-être on peut parler un petit peu de musique. Ouais. Par exemple, là on est dans le royaume des elfes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus créatif ? En prenant cet exemple de ce niveau, Anato parlait de Legolas, du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que moi aussi je suis plutôt un néophyte dans l'univers de la fantasy, même si j'ai des souvenirs d'enfance et de préadolescence liés à certaines de mes lectures dans le Seigneur des Anneaux. Et chez les elfes, il y a une chose moi qui m'avait fasciné, même petit, c'était déjà le fait qu'ils soient, si je me trompe pas, immortels. Presque immortels. Et dans le film de Peter Jackson, il y a toujours un filtre un peu éthéré sur eux. Il y a une certaine mélancolie. Alors je sais pas si c'est dû à leur immortalité, mais moi j'aime à le penser comme ça. Et je me suis permis pour sonoriser ce niveau, de partir sur justement une base un peu plus mélancolique. Comme on est sur un jeu qui est assez contemplatif, qui est très narratif et où la musique peut se permettre d'avoir une certaine dramaturgie qui prend son temps et qui est assez immersive, j'ai décidé de partir sur un univers sonore fait un peu de synthèse, de synthétiseurs, très dans les aigus, un peu léché. J'ai essayé d'aller dans l'élégance, je sais pas si ça a marché, et d'aller sur des bases harmoniques un peu mélancoliques pour rappeler aussi ce lien à l'immortalité un peu désabusé presque. Et d'ailleurs, c'est des personnages qui sont assez désabusés au début du jeu, puisque comme l'a rappelé Florent, ils essayent de rester dans leur tour d'ivoire. Ils regardent de façon un peu presque pas je m'en foutiste, mais genre aquaboniste, genre tout le monde se fait la guerre, ces gueux se font la guerre,
Nous, on n'y peut rien. Donc voilà, je suis parti sur cette mélancolie un peu et voilà, le mélange d'instruments classiques comme des violons et un peu de synthétiseur pour rappeler cette élégance, ce côté un peu élancé et immortel. Et est-ce que par exemple, est-ce que tu veux qu'on aille visiter un autre monde pour faire une comparaison? On pourrait visiter pour aller vraiment dans les classiques de la fantasy, en tout cas de la fantasy médiévale, médiéviste comme on dit. On pourrait aller dans le royaume des hommes, la terre des hommes, dans le premier niveau. Donc c'est une musique qui peut exprimer déjà le début de ma démarche, c'est-à-dire que quand on m'a contacté pour faire pour sonoriser ce magnifique jeu et ces magnifiques illustrations, déjà ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, ça m'a ramené aussi à plein de souvenirs de films, de lectures. Et quand on compose une musique pour un genre, on est obligé de se poser des questions, genre ok, de quoi ce genre est fait ? Et en fait, je me suis intéressé à la musique des films fantastiques. Et c'est très souvent, comme le médiévisme dont ils sortent, c'est une musique qui est fantasmée. C'est une musique classique fantasmée, une musique moyenâgeuse fantasmée. Elle n'a jamais vraiment existé, parce que la musique du Moyen-Âge, déjà, elle est pas unique, elle évolue beaucoup. Mais bon, si on n'écoutait que des chants grégoriens pendant ces films, on s'ennuierait un peu. En fait, c'est une musique qui est véritablement contemporaine dans la manière de composer. C'est juste qu'on utilise de vieux instruments qui ont un registre émotionnel très particulier, par exemple les cuivres qu'on peut entendre là. Voilà, c'est une promesse d'épique, d'aventure. Il y a un petit côté martial aussi. Les violoncelles, les basses qui jouent à l'unisson des mélodies en ternaire. Voilà, il y a le registre émotionnel de la solennité un petit peu, d'une aventure sérieuse et souvent aussi, on utilise pas mal d'instruments un peu plus exotiques pour faire ce mélange justement et beaucoup d'instruments orientaux. Ils sortent de leur registre orientaliste pour mieux coller à cet univers qui est un entre-deux entre de la musique un peu classique et une musique un peu plus exotique. Et notamment, j'ai utilisé pour la terre, les plaines, les plaines nomades. Voilà, là on entend les violoncelles qui jouent à l'unisson, ça fait un peu Game of Thrones aussi, et c'est des codes de composition qui existent depuis longtemps. Après, pour y mettre ma patte, j'ai justement rajouté ces petits instruments orientaux. Voilà, là on repart sur la même base mélodique avec les trompettes. Parce que c'est deux peuples humains. Voilà, c'est deux peuples humains, donc il me fallait un instrument qui les lie, c'était les cuivres. Et pour le morceau d'avant, on avait une structure assez rythmique, voilà, un peu binaire. Et pour le niveau des plaines, qui est à droite, je crois, c'est ça. Ouais. On a des humains qui ont décidé de sortir du carcan de la ville et de vivre un peu plus librement, et c'est pour ça que j'ai voulu enregistrer ça aussi de manière beaucoup plus libre, sans clic, sans métronome forcément, laisser le doudouk, là, cette jolie flûte arménienne, s'exprimer pour représenter un petit peu la mystique qu'il y a un petit peu, parce que avec les illustrations d'Anato que j'ai vues des personnages. Tiens, si on clique, on voit ils sont un peu affublés de tatouages, un peu de scarification même. Il y a presque un rapport à la mystique, je sais pas. Enfin, moi j'avais vu ça comme ça m'avait inspiré de cette manière. Et donc je suis parti sur quelque chose d'un peu plus orientalisant, sans trop rentrer non plus dans la musique orientale. Juste voilà, rester dans ce flou créatif un petit peu entre de la musique classique européenne et apporter une petite touche d'exotisme. Justement, Anato, tu peux peut-être nous en dire plus. Typiquement, créer un personnage. Moi, je suis arrivé, je t'ai dit, j'ai deux clans d'humains. Un qui est un peu plus civilisé, qui vit dans une grande forteresse, un peu à l'abri, et un qui est beaucoup plus sauvage, qui vit sur les plaines, qui est un peu inspiré par les Dothraki, par exemple, de Game of Thrones. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'est... Alors moi, quand j'ai vu cette chef humaine, j'ai été très étonné parce que j'avais pas du tout imaginé ça. Comment est-ce que ça t'est venu et quel est le processus créatif derrière? Alors, les inspirations ont été multiples. Alors c'est vrai que déjà les Dothraki, c'est
déjà un truc assez évident, voilà, de la culture pop actuelle, même si Game of Thrones vient de finir. C'est vrai que tout de suite, un peuple de nomades, on pense tout de suite à eux. Après, je m'étais pas mal inspiré d'un personnage de Mad Max, Fury Road, pour celui-ci, qui s'appelle Furiosa, le personnage. Donc c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce que déjà elle est bien badass. Et parce qu'elle se mettait elle se met de l'enduit en fait sur les yeux. Donc moi j'ai essayé de recréer cet effet-là un petit peu. On se dit elle est au soleil, donc elle se met de la terre un petit peu pour se protéger du soleil, des trucs comme ça. Elle est un peu balafrée parce que c'est un peuple qui maîtrise moins l'art de la forge. Ils n'ont pas forcément de home pour se protéger, donc ils sont un peu plus balafrés parce qu'ils vont un petit peu plus au charbon. Donc c'était voilà, l'idée c'était de créer un petit peu ce côté. Voilà, un petit peu sauvage, mais un peu badass, un peu cool quand même. Voilà. Contrairement aux humains de la ville qui vont être un peu plus sophistiqués, avec des armures un peu plus rutilantes parce qu'ils s'en servent moins aussi. Ils sont peut-être rangés derrière une centaine d'archers. Les mecs vont moins user leur métal que ceux qui vivent dans les plaines où ils subissent un peu les outrages des éléments, du temps, tout ça, et qui ont moins l'occasion de faire réparer leurs vêtements, leurs armes, donc ils sont un peu plus dépareillés, quoi. Tu citais Mad Max Fury Road comme référence, et ce qui m'a étonné en travaillant avec toi, c'est de me rendre compte qu'en fait, la fantasy, c'était beaucoup plus large que ce qu'on pouvait initialement imaginer quand on pensait à la fantasy. Tu me disais l'autre jour en discussion que même Star Wars pouvait être d'une certaine manière considéré comme étant dans une veine similaire. Est-ce que tu peux développer un peu ? Bah, oui, c'est vrai que la fantasy, c'est vraiment un truc qui s'est éclaté dans plusieurs sous-genres et qui après est venu mettre des petits bouts d'ailes dans plein de films, dans plein de créations, que ce soit au cinéma, en livre, tout ça. Donc ouais, Star Wars, par exemple, on va dire que c'est un space opéra, mais si on regarde de plus près, on a énormément de codes liés à la fantasy. Donc on prend la force qui peut être comparée à la magie en fait. Si on nommait la thèse des midi-chloriens et la thèse scientifique qu'ils ont voulu accoler à ça avec la prélogie, on a des codes de chevalerie donc avec les Jedi, on a le grand antagoniste, le grand seigneur noir des ténèbres en la personne de Dark Vador ou de Dark Sidious. Donc là, ça c'est vraiment des codes. Enfin, je pourrais parler du Seigneur des Anneaux en même terme. En fait, donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant de regarder, de se nourrir de beaucoup d'œuvres qui ne sont pas forcément liées à la fantasy et de regarder là qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que je peux utiliser et réinterpréter, en l'occurrence moi pour mes illustrations. Et c'est comme ça que j'aime bien travailler, pas rester en cercle fermé forcément sur toujours les mêmes références que je vais ressasser et redigérer, déjà parce que c'est des choses qui ont été faites 1000 fois. Il y a 1 million d'artistes qui font ça très bien et bien mieux que moi. Il y en a un juste à côté d'ailleurs. Non, je parle, faut pas le dire. Du coup, voilà, mon but, c'est d'essayer de coller quand même au code du genre parce que voilà, on parle de fantasy, mais d'essayer d'apporter autant que faire se peut des petits à côté, des petites nouveautés, quoi. Et alors, ce qu'on voit dans ton travail, c'est que il y a vraiment une dimension qui est presque peinte, alors même que pourtant tu travailles de manière, corrige-moi si je me trompe, mais exclusivement digitale. Oui, alors l'outil digital, donc le digital painting, c'est un outil, c'est juste un média différent d'une toile ou d'un bout de papier, d'un crayon. C'est-à-dire que le processus créatif va être le même parce qu'il faut avoir ses bases de couleurs, il faut avoir ses bases de volume, il faut avoir ses bases de perspective, tout ça. Une fois que tu as ces bases, l'outil du digital painting, il est génial parce qu'il te permet de revenir en arrière déjà si tu t'es gouré. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt cool. Et ensuite, la démarche, elle est la même, c'est-à-dire que l'outil est tellement perfectionné aujourd'hui qu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle... Donc on a des brushes, on travaille avec des brushes qui ont un effet extrêmement naturel. Donc on va en avoir de tout type, huile, je sais pas, du crayonnage, voilà, du truc comme ça. Donc ça permet vraiment d'avoir une touche on va dire traditionnelle, mais en digital. Et ça, c'est un truc, voilà, on peut se permettre un peu tous les styles, tous les genres avec l'outil du digital painting. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi.
Et pour rester un petit peu sur ta méthode de travail, en fait, on avait des contraintes pour faire ce jeu qui étaient quand même assez importantes, puisque c'est un jeu web qui doit en plus fonctionner aussi bien sur les téléphones que sur les navigateurs Internet, avec des ordinateurs qui n'ont pas forcément des ressources incroyables. Donc on ne pouvait pas nécessairement se permettre des animations très compliquées et qui auraient été plus demandeuses en termes de ressources. Ce qu'on a fait, ce qu'on t'a proposé, c'est de travailler sur cet effet qu'on voit là quand on se déplace dans les décors, qui est un effet dit de parallaxe. Donc en fait, plusieurs niveaux de profondeur dans l'illustration qui font que quand on se déplace dans cette illustration, on peut avoir une impression de profondeur, alors qu'en fait, c'est juste une accumulation d'images en 2 dimensions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et si tu veux, je peux même montrer Oui. ou je peux même te laisser, si tu veux, te montrer un petit peu l'image. Je vais juste te la passer sur le bon écran. Voilà. Là, vous avez vraiment le behind the scenes, quoi. Vous êtes carrément sur... avec les documents de travail. C'est ça. Alors du coup, là, c'est un petit peu l'envers du décor. Donc moi, on va dire, c'est mon outil de travail en gros. La différence entre quand je vais faire par exemple une illustration pour une couverture de livre ou pour un album de musique ou des choses comme ça, le client en général n'a pas besoin d'acquérir ce fichier qu'on appelle un fichier PSD, donc fichier Photoshop, pour aller triturer dedans, fouiller dedans et chercher ce qu'il veut. En général, je fournis une image en JPEG ou en format classique et je lui envoie et c'est très bien. Là, pour un jeu comme ça, la grosse difficulté, c'est que on va venir derrière mon épaule et on va voir ce que je fais directement en fait en coulisses. Et ça, c'est les coulisses en fait de mon image. Et la grosse difficulté donc pour un jeu comme ça, c'est d'oublier un petit peu tout ton process en fait et d'en recréer un autre pour correspondre à l'attente donc de l'exercice. Là, comme il est question en fait, si vous voulez, d'avoir une vue pas en 3D, mais d'avoir une 2D qui se superpose avec différents plans, comme dans les dessins animés, les anciens Disney ou dans les vieux cartoons, où en fait on a une image de vent qui reste fixe, l'image derrière qui avance, enfin c'est plusieurs plans qui se superposent. Et en fait, donc moi je travaille avec beaucoup de calques. Vous voyez, si j'appuie sur un calque, donc ça enlève la brume. Moi en fait je dois sur chaque calque dessiner un élément en particulier pour que la personne qui va programmer ensuite le jeu puisse dissocier tous les éléments et les faire bouger indépendamment les uns des autres. Donc en fait, c'est pas une illustration, mais c'est plein d'illustrations qu'on t'a forcé à faire. Ouais, beaucoup. C'est beaucoup d'illustrations et surtout, faut vraiment repenser sa manière de faire parce que c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup moins de calques d'ordinaire parce que j'aime bien travailler de manière un peu plus organique sur mes images, c'est-à-dire un peu plus mixer les couleurs, tout ça. Alors, c'est-à-dire que là, on peut pas trop... par exemple, si je veux mixer, je sais pas... l'arbre avec la brume qu'il y a derrière, je peux pas parce qu'en fait ils sont pas sur le même plan. Et là est la difficulté, il faut réussir quand même par-dessus tout ça, réussir à créer sa perspective, réussir à créer son atmosphère, tout en ayant une image qui se tient visuellement et faire un document propre pour pas se faire taper dessus ensuite par les programmeurs. C'est la grosse difficulté. Et donc difficulté multiple pour un projet comme ça où il faut pas se contenter de réfléchir au côté artistique, mais beaucoup au côté technique pour que les choses puissent avancer en fait. Donc, là, en gros. Je crois que tu as un exemple que tu pouvais nous montrer de comparaison entre Attends, je vais te le retrouver. De comparaison entre une image de ton travail classique et puis une image pour le jeu. C'était où? C'était dans comparaison ici. C'est ça. Du coup, voilà. Alors là, j'ai fait un petit montage pour comparer un petit peu la différence entre un travail, on va dire, classique, que je fais soit pour moi, soit pour un client avec une demande autre que pour un jeu vidéo comme celui-ci. Et donc l'image que je vous ai montrée, en différence de taille, là, on est sur un format classique, donc c'est sur ce genre de format que je travaille habituellement. Et là, pour le jeu, puisqu'il est nécessaire de pouvoir quand même se diriger un minimum
de gauche à droite dans le jeu et pas noter et avoir un petit peu de choses à regarder, ça fait qu'en fait une illustration égale plus égale 2-3 illustrations selon le temps que j'avais à accorder à l'image en question. Donc oui, c'est vrai que là, pour le projet, il y avait une 60aine d'illustrations à fournir, mais c'est comme s'il y en avait 120 ou 130 quoi, en termes de charge de travail. Donc c'est vrai que c'était aussi un défi de temps à relever, et bon, je suis plutôt content en général. Ça passe bien. Alors ça, je suis un peu fort. C'est un peu la contrainte de faire du jeu vidéo, d'une manière générale. Pour comparer avec le processus de l'écriture, par exemple, tout l'intérêt du jeu vidéo, c'est de laisser de la liberté entre les règles contraintes. Effectivement, dans un jeu narratif, ça se voit un peu moins que dans un jeu qui va utiliser un moteur physique. Par exemple, si je vous dis le personnage... On définit la hauteur à laquelle il saute et ensuite on laisse le joueur complètement libre de se déplacer et d'essayer de passer au-dessus des obstacles. On sent tout de suite la plasticité de l'univers. C'est-à-dire tant que les règles, en l'occurrence de gravité, sont respectées, le joueur peut essayer de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ça a conduit certains joueurs, à travers ce qu'on appelle des speedruns, à essayer de jouer avec les règles pour terminer un jeu le plus rapidement possible, par exemple. Mais les règles, elles sont édictées et le jeu... typiquement, quand on dit il y a du jeu dans une poignée de porte, il y a un petit peu de liberté entre les deux endroits où elle n'est pas censée bouger. Le jeu, en général, c'est ça. C'est la liberté entre les règles. C'est la liberté dans un cadre qui est établi par le game designer qui vous force à le respecter. Dans un jeu narratif, la parentalité avec cette approche, elle peut être un peu plus lointaine, en tout cas en apparence, parce qu'on a l'impression que tout est écrit à l'avance et que donc... vous ne pouvez faire que ce que nous, en l'occurrence moi, l'auteur de l'histoire, a décidé. Sauf qu'en fait, à chaque fois, à chaque moment, il est hors de question pour moi de dire, vous devez aller d'abord, par exemple, dans le voir les humains. Attends, je te remets le jeu, comme ça tu peux on échange. Il est hors de question de dire, par exemple, vous allez être obligé d'aller d'abord... visiter le royaume des humains, puis ensuite vous allez être obligé d'aller voir la vallée des dieux, puis ensuite vous devez parler à la licorne. Bien sûr, ça existe. Ça existe parce que moi, en tant que game designer, j'ai besoin d'avoir un ordre dans les rencontres et dans les pouvoirs qu'on acquiert, dans les objets qu'on trouve, parce que c'est de l'ordre que je vous impose que je crée un challenge intéressant. Et c'est le fait de devoir vous gratter la tête. Ah, je viens d'obtenir le sort que la licorne m'a donné. Où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Je vais aller dans tel lieu. J'ai l'impression que là-bas, il y avait peut-être quelque chose de magique. Je vais y retourner voir, etc. Ça, c'est quelque chose que je vous impose. Mais pour que ce soit vraiment intéressant, il ne faut pas juste que je vous impose des choses. Parce que si je ne fais que vous imposer des choses, autant faire un livre ou un film, pour le coup. Si on est sur une consultation qui n'est possible que dans une direction et qui n'est que linéaire, dans ce cas-là, on est sur un format beaucoup plus classique qui s'apparente à l'écriture d'un roman et à la réalisation d'un film, par exemple. Là, ce qu'on essaie de faire quand on est game designer, c'est d'instaurer un dialogue entre le jeu d'un côté et le joueur de l'autre. C'est une image que je prends souvent. Si vous vous endormez devant un film, vous vous réveillez 1h30 plus tard, vous verrez le générique de fin. Par contre, si vous vous endormez devant Super Mario et que vous vous réveillez 1h30 plus tard, Super Mario sera toujours exactement au même endroit, il n'aura pas bougé. Pourquoi? Parce que vous ne lui aurez pas posé des questions, et par poser des questions, j'entends qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la flèche droite de la manette? Ce qui se passe, c'est que Super Mario va se déplacer vers la droite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton? Ah, là, il saute. Ah, donc je comprends, en parlant avec le jeu, qu'en fait, il faut que j'essaie de sauter au-dessus des trous, parce que j'ai essayé entre-temps de lui poser la question qu'est-ce qui se passe si je tombe dans le trou? Et il m'a répondu bah tu meurs. Donc ok, j'ai compris, donc faut pas que je tombe dans le trou. Et c'est comme ça qu'en dialoguant, le joueur, en dialoguant avec le jeu, comprend ce qu'il faut faire, et donc comprend le défi et le challenge, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, dans un jeu narratif, comme dans n'importe quel type de jeu, c'est pareil, il faut que je vous laisse la possibilité de poser des questions au jeu, d'élaborer des théories, et de pouvoir les tester pour voir si c'est les bonnes ou pas. Une fois qu'on a réussi à relever le défi de la licorne, qui, pour une raison que je ne m'explique pas, parle en alexandrin, et qui veut que vous lui répondiez en alexandrin. Donc il faut choisir les bons alexandrins pour qu'elle accepte de vous donner son pouvoir.
Au final, si vous y parvenez, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, au bout de 2 minutes, on a compris que certaines réponses ne sont pas celles attendues. Par exemple, je pense qu'entre angoissé, enchanté, qui rime avec en forêt, enfin plus ou moins, et complètement perdu, on comprend assez vite qu'il ne faut pas dire complètement perdu. Et donc, on réussit à relever le défi de la licorne, qui est en fait, ça je vous le dis pas, c'est un petit truc de game designer, mais je propose à chaque fois des réponses qui sont plus ou moins inspirées d'une des 4 races dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça me permet, moi, en coulisses, de commencer déjà à vous ranger dans une des cases que je vais vous proposer à la fin. Mais ça permet aussi de vous immerger dans un univers. Vous comprenez que ce personnage un peu étrange veut que vous lui parliez en rime. Et donc, vous allez un petit peu vous creuser la tête pour comprendre ça. C'est pas très compliqué parce qu'on est dans un jeu très grand public. Et une fois que vous aurez réussi à... Évidemment, là, par exemple, si vous répondez une belle épée dorée, je vous mets un point en plus dans votre profil humain. Un arc, on est plutôt du côté des elfes. Et une hache, on est plutôt du côté des nains. Donc, moi, ça me permet comme ça de vous orienter délicatement dans une catégorie ou une autre. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, elle vous dit que vous avez bien répondu. Et elle vous donne son pouvoir magique, qui est un pouvoir qui vous permet de découvrir l'invisible. Et alors, si vous avez déjà, avant ça, été explorer d'autres lieux, vous vous êtes rendu compte que certains lieux sont des cul-de-sac, et que donc vous ne pouvez pas progresser. Mais maintenant que vous avez obtenu ce pouvoir magique, vous vous dites « Ah, peut-être que en fait, ce lieu-là, je pourrais maintenant y accéder grâce à mon pouvoir magique. » Donc le game design, c'est que ça, c'est anticiper dans ma tête les discussions que vous, joueurs, allez avoir avec le jeu et essayer de comprendre comment est-ce que ces discussions seront potentiellement intéressantes en fonction des challenges que je vais mettre sur votre voie. Et par exemple, ici, pour rentrer dans la montagne des nains, il faut faire quelque chose qui est une référence directe à un autre univers. La porte est fermée, elle est dans la montagne. Et donc, les arbres bougent au vent. C'est sympa. J'avais pas vu, en fait. Moi, je découvre des choses sur ce jeu. C'est pas mal. Et en fait, il faut utiliser le sort que la licorne vous a donné. Et ça vous permet de faire apparaître un langage runique qui est, en fait, le mot de passe qui permet de rentrer dans la montagne des nains. Ce qui est évidemment une référence pas du tout masquée, pour le coup, au Seigneur des Anneaux et à l'univers de Tolkien. Ce qui nous permet d'avoir une transition tout indiquée vers un autre sujet dont on a un petit peu parlé, mais qu'on peut peut-être évoquer un peu plus, qui est celui des références. Évidemment, quand on parle de la fantasy, Tolkien a souvent tendance à s'imposer comme la référence principale. Et d'ailleurs, pour certains comme moi, la seule au début. Et puis on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, le monde, dans les gens qui ont hérité de Tolkien et qui ont développé des mondes en fantasy. Et c'est pareil d'un point de vue visuel et c'est aussi pareil d'un point de vue musical. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des références qui ont été les vôtres au fur et à mesure de la création de cet univers? Par exemple, est-ce que dans les illustrateurs plus classiques, il y en a qui t'ont inspiré plus que d'autres? Oui, bah après, je pense que déjà, effectivement, quand on parle du Seigneur des Anneaux, bah on est obligé de parler de John Howe, de Alan Lee, donc qui ont quand même marqué au fer rouge le domaine de la fantasy avec le Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, même s'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites avant, hein, en termes de visuel, je pense notamment à tout ce qui a été produit par Frank Frazetta, par exemple, sur... On peut montrer si tu... Oui. Ouais. Je mets en même temps que tu parles. Donc des images comme celle de Frank Frazetta, comme celle-ci, qui sont vraiment ancrées dans une culture fantasy, et même plus voire de dark fantasy. Donc la dark fantasy qui est un sous-genre de la fantasy qui, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce sous-genre-là. C'est celui sur lequel je travaille le plus. C'est vrai que j'ai dû m'en détacher beaucoup du coup pour faire le jeu, parce que
c'est quand même quelque chose, c'est quand même un sous-genre qui est très pessimiste, très violent. Donc on vit plus des mésaventures que des aventures. Donc comme c'était pas le but, j'ai dû quand même voilà me retrancher du côté Ghibli de la force pour proposer quelque chose quand même d'un peu plus joyeux. Donc Ghibli notamment, voilà, c'est une des inspirations pour le jeu, voilà, en toute modestie, hein, parce que Ghibli ils sont quand même là. Donc ça a été une inspiration en termes de visuel, en termes de un petit peu d'onirisme qu'ils arrivent toujours à créer dans leurs films. Moi, c'est ce que j'ai voulu un petit peu créer dans le jeu. Pour essayer voilà de me détacher complètement d'influences un peu morbides comme celle des jeux Dark Souls ou du manga Berserk, qui sont des grosses influences pour moi. Ah, je vois que tu as Bloodborne. Bloodborne notamment, voilà, c'est vraiment ce que je mange au petit-déj pour le coup. C'est vraiment les trucs qui moi m'interpellent tout de suite. Donc des environnements assez sombres, brumeux, nocturnes, où tu sais pas si voilà, tu vas passer dans une rue, tu vas te faire choper la jambe par une monstruosité voilà, qui aurait décidé de faire de toi son casse-croûte. Donc c'est ce genre d'univers pas très sympa où en fait on n'a pas envie d'y être. Voilà. En général, la Dark Fantasy, t'as pas envie d'y être. T'as pas envie de vivre dans Bloodborne, t'as pas envie de vivre non plus dans le monde de Game of Thrones, parce que tu sais que ton espérance de vie, si t'as pas un minimum de richesse, enfin, t'es foutu, quoi. Tu mets un pied dehors et t'es foutu. Là, pour le coup, c'est vrai que pour le jeu, la BNF, c'était pas du tout l'ambiance. Donc j'ai dû quand même voilà, réfréner mes inspirations un petit peu de ce style. Mais tu dis que tes univers de référence de base sont plutôt ceux-là, mais quand même dans ta série Le Voyage du Roi, on est déjà dans des images qui sont quand même un peu plus enjouées et un petit peu plus... tu vois, je vois par exemple... là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus... plein d'espoir, non? Je sais pas ce que sont ces drôles de créatures. Bon, je sais pas non plus, mais non, en fait, cette série-là, le Voyage du Roi, c'était plus, c'est un peu entre les deux. En fait, j'ai essayé de faire quelque chose de déprimant, mais avec des jolies couleurs. Donc c'est un petit personnage qui est perdu dans un monde comme ça, il sait pas où il va, on sait pas où il va, on sait pas dans quelle direction, c'est quoi son but, c'est quoi son nom, sa vie, son visage. C'est vraiment c'est le voyageur isolé qui arpente un monde et qui en fait n'a pas vraiment de but apparent. Donc il y a un petit peu une portée mélancolique, mais je me suis dit, pour porter ce genre de message, j'ai pas forcément envie d'aller sur quelque chose de sombre et un petit peu voilà de gris, de terne, d'anxiogène. Et je me suis dit, pourquoi pas contrebalancer l'émotion en tout cas que j'avais en faisant ces illustrations avec des choses très colorées. Et puis parce que aussi c'est une question de mood de l'instant en fait. On choisit pas vraiment des fois on veut faire de la dark fantasy, mais on se retrouve à faire mon petit poney. Et des fois c'est un petit peu la problématique dans ce métier-là, c'est que on sait jamais trop le matin qu'est-ce qu'on va faire en fait dans la journée. On a des idées, en fait ça va pas coller. Et on va se retrouver à faire un truc qui est complètement à l'opposé de ce qu'on avait décidé au départ. Donc ce genre d'illustration, en fait, cette série d'illustrations que j'ai faite sur le Voyage du Roi, c'était aussi pour me donner une guideline, un peu quelque chose, une contrainte visuelle à garder sur une série. Donc je sais plus combien j'en ai fait, une petite trentaine, un truc comme ça. Et en fait, c'était aussi pour m'imposer moi un univers et éviter toujours de trop dériver d'un espace à l'autre. Et ce qui a été plutôt positif du coup pour le jeu Istiald, où j'ai pu cet exercice m'a aidé en fait à travailler sur le jeu et à me focaliser sur un univers et à essayer de pas trop déroger à ce qui m'a été demandé, et c'est-à-dire que l'illustration de fin soit cohérente avec l'illustration du tout début, parce que ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué en général. Et est-ce que tu as l'impression que visuellement, et c'est une question aussi au niveau de l'ambiance sonore, moi j'aurais pas la prétention d'y répondre d'un point de vue littéraire, parce que je pense que sur l'histoire on essayait de répondre à une commande très précise de la part de la BNF, mais est-ce que tu penses que visuellement ce qu'il est permis de faire en fantasy est un peu
enfermé dans des règles un peu strictes, impossibles à remettre en question, ou est-ce que tu penses que quand même on peut avoir une grande liberté quand on s'empare d'un univers de fantasy et quand on décide de le rendre en image et pareillement en musique? C'est vrai que c'est compliqué. Il y a des codes qui sont vraiment établis, mais je pense qu'il est toujours possible de les déformer, de les casser, de les réinterpréter. De toute façon, on sera jamais original, on sera jamais dans l'originalité, mais ça c'est pas une impasse parce que rien n'est original à l'heure actuelle, tout a été fait. Donc en fait, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de réinterpréter sincèrement la chose et de donner le meilleur de soi en fait. Je prends comme exemple récemment, j'ai regardé un film sur Netflix qui est un film de Noël qui s'appelle Klaus. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Alors en fait, c'est un film intéressant parce qu'en fait, on reprend la thématique du film de Noël avec tout ce que ça implique, donc le Père Noël, les reines, les cadeaux, tout ça. Et donc c'est pas du tout original, c'est pas un thème c'est pas nouveau du tout. Ça a été vu 1 milliard de fois, et pourtant ils ont réussi à réinterpréter la chose et faire en sorte que ce soit vraiment intéressant, frais et nouveau. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est pas d'essayer forcément de contredire les codes pour être un peu en dehors des clous, parce que de toute façon on est obligé aussi de coller à un genre. Donc c'est essayer tout du moins de donner juste un peu de soi et recracher un petit peu nos influences, mais en essayant pas non plus de singer ce qui a été fait 1000 fois, quoi. Ce qui m'étonne quand même, c'est que, tu vois là, c'est une illustration d'Alan Lee, donc parmi les premières illustrations dans les univers de fantasy. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de caractère, elle est beaucoup plus libre d'une certaine façon que quelque chose de beaucoup plus normé et voire même normatif qui s'est développé avec. Je me demande si c'est pas dû peut-être aussi à l'iconographie jeu vidéo qui a, parfois pour des raisons techniques, en fait un peu enfermé la fantasy dans un type de représentation qui était toujours un peu similaire. Et je sais pas, je trouve que on est sur quelque chose de beaucoup plus osé là, alors qu'on est au tout début finalement de l'illustration d'univers de fantasy. Alors pour celle-ci, je crois que c'est une illustration qui a été faite pour les films du Seigneur des Anneaux, justement quand Peter Jackson cherchait des visuels pour Hortank, du coup, la tour de Saruman. Donc à la base, je crois qu'il l'avait fait pour lui. Peter Jackson avait complètement craqué sur ce visuel justement parce qu'il avait trouvé ça vraiment original. Il y avait un truc qui se passait avec cette tour vraiment incroyable. Et donc c'est vrai que il est toujours possible de sortir des clous, ouais, carrément. Après c'est vrai que la fantasy a souffert d'une image un peu délabrée selon les années, où on considérait ça vraiment comme de la sous-littérature. Enfin vraiment c'était quelque chose qui était considéré comme étant pas forcément très noble, donc qui n'était pas pris forcément au sérieux, à tort ou à raison parfois. Mais c'est vrai que depuis, je pense que vraiment les films du Seigneur des Anneaux pour le grand public ont changé pas mal la donne, parce que ça a ouvert une porte immense que Game of Thrones n'a fait que enfoncer encore plus par la suite, ce qui est plutôt cool parce qu'on va avoir droit à la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon dans quelques temps, dans quelques années, et ça aurait pas été possible, sans ces grands piliers, quoi. Et Andrea, tu nous parlais tout à l'heure justement de quelques références qui s'imposent, Ouais. quelques codes. Est-ce que tu t'es senti, toi, quand on est venu te chercher, un peu enfermé dans une approche? Pas du tout, pas enfermé, comme l'a très bien dit Anato. Ce qui fait la noblesse d'un genre, c'est aussi de pouvoir s'approprier des codes. Même si on est dans une case et un cadre, c'est un cadre qui peut être très fertile et très motivant aussi en termes de création. Après, moi, ce qui m'a inspiré, on s'approprie des codes et on essaye de rajouter un petit peu quelques aromates en plus. Par exemple, dans le processus de création, moi, je recevais les illustrations d'Anato et c'était ma base principale d'inspiration et de création. Et ce que j'ai remarqué dans ces visuels, c'est la présence d'une nature vraiment souveraine qui presque et pas à l'échelle et d'ailleurs on a vu ça sur tes autres illustrations, les personnages sont souvent
très petit par rapport au surnaturel, quoi. Enfin, à la nature et au surnaturel. C'est-à-dire, je me suis intéressé, voilà, ça m'avait inspiré pour me dire, ok, qu'est-ce qui, dans la musique, autre que dans la musique de genre, du fantasy, célèbre un peu cette nature souveraine qui explose, la vie qui explose comme ça et qui nous fait nous sentir tout petits. Et je me suis inspiré un peu de certains compositeurs de la fin du 19e, début 20e qui faisaient des musiques pour célébrer un peu la nature. Je pense à Jean Sibelius qui a fait la symphonie Finlandia, par exemple, qui m'avait un petit peu inspiré pour voilà, quelques enchaînements harmoniques. Après, je ne vais pas tout vous exposer, sinon vous allez savoir sur qui j'ai pompé. Qu'est-ce qu'on peut écouter, par exemple ? Par exemple, le tout premier niveau, c'est... non. La Tour Magique ? Non, la Vallée des Dieux, pardon, le dernier. La Vallée des Dieux, ouais. Ça, c'est normalement quand vous finissez le jeu, que vous avez cette musique. Donc au début, voilà, la nature est calme, et va commencer à s'exprimer de plus en plus pour après exploser un peu comme dans certains premiers mouvements de symphonie qui sont souvent les plus puissants, ceux qui bougent le plus. Ce qui colle complètement avec l'histoire qu'on raconte, puisque l'idée du jeu, c'est de faire revenir la vie dans l'arbre. L'arbre du savoir. Ouais. Et donc voilà, à la fin du jeu, je voulais quelque chose d'un peu solennel. Ça, on l'entend un petit peu sur les harmonies. Et petit à petit, voilà, la vie reprend. L'arbre se remplit de sa sève originelle. Les statues sont pas sombres. Il y a un grand soleil, un halo doré. L'illustration est magnifique, hein, d'ailleurs, Anato. Et voilà, je m'étais inspiré un peu j'avais fait ce mélange entre, voilà, on entend les violoncelles qui sont très musique fantasy, et puis après, deuxième partie de la chanson, il y a des envolées un peu plus 19e-istes, début du 20e aussi, qui correspondent à ce courant de musique qui ne fait pas normalement partie de la fantasy, quoi. Et tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait des morceaux dans lesquels il y avait carrément des instruments synthétiques. Des synthés, oui. Selon toi, c'est pas parce que c'est vrai que quand on imagine un univers de fantasy, on a tout de suite le grand orchestre symphonique dans la tête. Selon toi, c'est pas un problème, au contraire, ça apporte vraiment quelque chose d'aller chercher dans des références qui sont différentes. Oui, parce que pour moi, une des données fondamentales de la fantasy, en tout cas de ce jeu, c'est la féerie. Et la féerie, elle peut très bien s'exprimer, à mon sens, avec certaines textures qui ne sont pas très classiques, qui sont j'ai utilisé des modules, des synthétiseurs modulaires pour travailler vraiment des fréquences vraiment bien léchées, bien assez élégantes et presque éthérées, et qui collent bien avec tout ce qui était forêt des elfes et les forêts magiques. Là, ce qu'on entend par exemple, le petit bruit là, c'est aussi un synthétiseur, ce qu'on appelle un pad, qui processe des cordes, des samples de cordes avec plein d'effets, donc ça donne ce côté un peu planant. Et je trouve que ça se marie plutôt bien. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les films ou dans les jeux vidéo, mais faire un alliage des deux, d'instruments analogiques, c'est-à-dire des violons et tout ça, avec ces instruments un peu plus virtuels, un peu plus éthérés, je trouve que ça peut créer un bel équilibre à l'oreille. C'est vrai que par exemple un des jeux, parce que en fait quand même la fantasy aujourd'hui, en tout cas auprès du grand public, est quand même beaucoup façonnée par ce qu'on en voit dans les jeux. On parle beaucoup de World of Warcraft, on parle beaucoup de Skyrim par exemple, qui est un titre qui a quand même introduit à la fantasy toute une génération de joueurs. Et Skyrim a été célébré pour sa musique. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était d'un classicisme confondant. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, ok, on était parfaitement dans le cadre de ce qu'on pouvait attendre, mais on n'en sortait pas, en fait. Ouais. On était vraiment dans quelque chose de très, presque un peu cliché, quoi. Ouais. Il y a une musique de jeux vidéo fantasy qui, moi, m'avait profondément marqué, en tout cas inconsciemment quand j'y jouais. C'était la musique de Diablo 2. Qui d'ailleurs est assez célébré dans le milieu, encore aujourd'hui on en parle.
Et justement, quand je savais que j'allais travailler pour ce projet, je me suis replongé voilà, j'ai eu mes petites Madeleines de Proust, j'ai retrouvé sur YouTube les bandes son de Diablo 2, qui sont très fournies en plus. Et je l'ai trouvé absolument génial. Je trouvais qu'il y avait si pour replacer ce jeu, c'est un jeu de fantasy, mais il y a un peu de biblique aussi. Enfin, il y a des anges, des démons, il y a des démons qui essayent d'envahir le monde. C'est assez gore aussi, assez violent. Et en fait, ils ont fait une musique presque contemporaine. Ils ont mélangé des chants grégoriens, mais avec des textures de synthétiseurs très violents, très, très sombres, chaotiques. Et je m'en suis un peu inspiré pour le royaume de l'ombre. Déjà qu'on puisse voir le visuel, ça peut... Ouais, je vais... Assez démoniaque. C'est à l'entrée de l'Empire Maudit ou... L'entrée de l'Empire Maudit, ouais. Pour y aller, il faut que je finisse ma conversation avec Mylène. Ah oui. Mais je t'en prie, je t'écoute en même temps. C'est lui que j'écoute pas, rassure-toi. Et donc voilà, là je m'étais vraiment inspiré de la musique de Diablo 2. Enfin, j'ai fait ça à ma sauce, donc j'ai utilisé quelques samples de voix de chanteurs grégoriens que j'ai mis à l'envers pour le côté un peu diabolique, frotter des cordes avec des objets métalliques pour faire signifier cette descente aux enfers un peu. Travailler sur des violons en trémolo. Voilà, trémolo en italien ça veut dire trembler, donc voilà, signifier la frayeur, l'appréhension et la terreur même, presque. Et en même temps rester dans le cadre contemplatif du jeu qui doit pas être trop rythmé, parce que on doit permettre aussi aux joueurs de vraiment visiter le décor et de se concentrer aussi sur la narration. Donc ça a été un petit challenge quand même, de faire une musique violente, mais avec une tension sous-jacente, mais rester quand même aussi dans le contemplatif. Ça a pas été... Il faut dire qu'il y a un comité d'accueil un peu impressionnant. Hein ? Il y a un comité d'accueil un peu impressionnant dans ce niveau. Voilà, ça c'est la musique qui est affiliée à ce niveau. Donc voilà, la désolation un peu... en même temps c'est vide parce qu'il n'y a pas de vie, et en même temps il y a du trop plein. C'est-à-dire j'ai essayé de retranscrire ça dans le son aussi. Donc beaucoup de nappes de basse qui remplissent un peu les oreilles au casque, vous allez voir, c'est plus efficace. Et en même temps, voilà, le son du vide, quoi, le son de la désolation un peu et de la frayeur. C'est quand même souvent une thématique qu'on retrouve dans les récits de fantasy, cette idée de lutter contre une force qui est une force noire, une antimatière presque, quelque chose qui est là pour dissoudre la vie telle qu'on la connaît. C'est une thématique qui revient souvent. C'est vrai que oui, dans la fantasy, on crée des antagonismes presque essentiels. On essentialise les deux parties. Il y a des très bons et des très mauvais. Et c'est ça qui fait aussi le sel de ce genre. Anato, tu me disais aussi que toi aussi tu avais des références musicales, mais c'était plus des références d'inspiration pour quand tu peignais. Ouais, alors du coup, c'est vrai que moi j'écoute pas mal, j'étais bercé pas mal par le métal, par la musique métal. Et c'est vrai que en fait, le genre de la fantasy est hyper présent dans ce milieu-là, parce que t'as une tonne de groupes qui reprennent cette iconographie. Voilà, à base de chevaliers, de dragons, il y a même des sous-genres de métal. Il y en a un qui s'appelle l'Epic Fantasy, et vraiment quand tu regardes les pochettes d'Epic Fantasy, tu te dis oui, effectivement, ces mecs-là, ils ont vu le Seigneur des Anneaux en boucle, ça y a pas de souci. C'est des mecs qui s'enfermaient à jouer à Donjons et Dragons quand ils étaient gamins dans la cave de leurs parents. Donc c'est clair que ça, c'est le genre de musique qui, moi, tout de suite, ça me met un petit souffle épique quand je crée. Voilà, je casse 2 écrans, tout ça, c'est bien, on est chaud. Et sinon, ouais, je vais pas mal m'inspirer aussi de musique de films, de musique de jeux. C'est vrai que c'est ce que je mange le plus en général, et des fois ça décante des trucs assez intéressants. C'est vrai que je peux créer un visuel à partir d'une musique, parce que juste ça va faire popper une image dans ma tête. Mais après, ouais, le métal, je t'avais mis des petites images, je crois, d'un groupe qui s'appelle... En musique ? Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais, voilà.
Voilà, c'est tout le groupe Amon Amarth qui est vraiment... alors eux, c'est mythologie nordique, saga viking à fond. C'est-à-dire que les mecs ils sont pas dans le feng shui, quoi. C'est vraiment ils sont à fond dans la grosse barbe, la grosse hache, les dragons, et il faut que ça pète, faut que ça crame. Voilà, c'est leur délire, quoi. Voilà, il attrape la langue, là, ça rigole zéro, quoi. Donc on est vraiment sur un truc vraiment un souffle épique et brutal. Donc ça, c'est clair que c'est le genre de musique qui peut créer des visuels intéressants si on la digère, si on s'en imprègne bien. Et moi j'ai pas mal baigné là-dedans, donc c'est vrai que la fantasy au final a fait partie de ma vie à plusieurs niveaux tout au long de mon existence. Donc c'est vrai que je suis un petit peu... Ah oui, ouais, voilà. Oui, non, ouais, voilà, c'est... Si on rajoutait un volcan à l'arrière-plan, ce serait... Voilà, c'était pas mal. Ils m'ont pris en modèle pour le mec. Ouais, ça se reconnaît, hein. C'est un peu perdu, mais c'est bon. Ouais. Oui, c'est ça, c'est rester devant l'ordinateur, ça. Ouais, c'est ça. Eh ben merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.